Si vous écoutez Trump parler, certains jours, il est très optimiste quant à nos chances de gagner la guerre. D'autres jours, lui et ses conseillers sont très pessimistes. Ils partent un peu dans tous les sens, et il est très difficile de comprendre exactement ce qui se passe. Et je pense que c'est la même chose du côté des Ukrainiens. Il ne fait aucun doute que, premièrement, les Ukrainiens doivent faire passer un message positif pour que leurs propres troupes continuent de se battre. Vous vous souvenez, seulement environ 25% de la population ukrainienne veut poursuivre cette guerre. Cette guerre n'est plus populaire en Ukraine. Environ un quart des gens veulent continuer le combat. Les autres veulent un règlement. Zelensky doit donc présenter un récit positif pour garder sa population avec lui et aussi pour continuer à recevoir l'aide de l'Occident, pour convaincre l'Occident que l'Ukraine vaut la peine qu'on mise sur elle. Et il tient particulièrement à maintenir les États-Unis dans le combat. Voilà pourquoi on a ce récit positif. Mais le deuxième point, c'est que Zelensky sait sûrement ce dont vous et moi avons parlé à de nombreuses reprises. L'Ukraine ne se porte pas bien sur le champ de bataille. Et sa campagne de drones à longue portée ne lui permet pas de faire grand-chose. Plus cette guerre se prolonge dans les circonstances actuelles, plus la situation de l'Ukraine se dégrade. Ils le comprennent sûrement. Ils comprennent sûrement que chaque mois, ils perdent davantage de territoire. Et ils comprennent sûrement que les Russes deviennent de plus en plus agressifs dans leur campagne aérienne, mois après mois. Donc je pense que d'une manière très importante, il a intérêt à régler cette affaire avant que la situation ne s'aggrave. Je parierais beaucoup d'argent qu'il le comprend. Et cela explique l'autre récit qui vient de Zelensky et de ses conseillers. On se retrouve donc avec deux récits qui s'affrontent, en quelque sorte. Et pour des gens comme nous, à l'extérieur, qui essayons de comprendre ce qui se passe, c'est vraiment très difficile. Et je suis sûr que lorsque nous commencerons à parler de la guerre en Iran, là encore, nous aurons du mal à comprendre exactement ce qui se passe. Parce que vous avez ces récits contradictoires, et nous n'avons pas accès à ce qui se passe à huis clos. Or, c'est cela qui compte vraiment, bien sûr. C'est le cas. Et en fait, encore une question sur ce sujet avant de passer à autre chose, parce que ça se rapporte directement à ce que vous dites sur ces récits qui s'affrontent. Selon vous, qu'est-ce qui se passe au département d'État quand le 3 juin, le secrétaire d'État Marco Rubio témoigne devant le Sénat, sous serment, et déclare « Nous avons choisi un camp dans cette guerre. Nous avons choisi l'Ukraine. Nous n'avons pas choisi la Russie. Nous ne sommes pas des médiateurs neutres. Nous essayons de les aider à gagner la guerre. » Et puis, vers le 3 août, donc presque exactement 2 mois plus tard, il dit « Vous savez quoi? Nous essayons simplement de mettre fin à cette guerre. » Le président Trump connaît Zelensky, il connaît Poutine, et nous cherchons juste à voir s'il y a un moyen de, peut-être à cause de ces frappes à longue portée, trouver de nouveaux éléments permettant de conclure la guerre. Je veux dire, ce sont des messages mutuellement exclusifs à tout juste 60 jours d'intervalle. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il est tout à fait normal que le secrétaire d'État du président Trump avance fréquemment des arguments contradictoires. C'est très cohérent, j'imagine, non? Je veux dire, c'est le bras droit de Trump en matière de politique étrangère. On s'attend donc à ce qu'il reflète les opinions du président. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. Marco Rubio reflète les opinions du président Trump. Mais que doit en penser le reste du monde? Que doit en penser l'Europe? Que doit en penser la Russie? Selon le jour de la semaine, on ne sait même pas quelle est la position américaine. Quel effet cela a-t-il sur notre capacité à mettre fin à cette guerre, celle du Moyen-Orient, ou même à mener quelque négociation que ce soit dans le monde?
Je pense que les dirigeants étrangers tirent deux conclusions. La première, c'est qu'on ne peut pas nous faire confiance. Je pense que c'est la position des Russes et celle des Iraniens, et à juste titre. D'ailleurs, c'est aussi la position des Européens. On ne peut tout simplement pas faire confiance aux États-Unis. Mais la deuxième conclusion, et c'est plus important encore, c'est que la plupart des dirigeants dans le monde pensent que nous sommes dangereux. Nous pourrions finir par faire exploser le monde. Je ne pense pas une seule seconde que ce soit probable, mais il est possible que nous finissions par provoquer une grande guerre, en plus des deux guerres qui ont lieu actuellement, parce que je ne pense pas que nous sachions vraiment ce que nous faisons. Et c'est un sacré euphémisme. Le fait que vous puissiez dire que c'est un euphémisme en dit long sur la situation dans laquelle nous sommes, quand on y réfléchit vraiment. Mais je ne pense plus que l'administration sache ce qu'elle fait concernant l'Iran. Et même dans le cas de l'Ukraine, vous savez, si l'on repense à ce que Trump avait dit qu'il ferait pour régler cette guerre, puis à ce qui s'est passé à Anchorage, et qu'on avance jusqu'à aujourd'hui, il est allé dans tous les sens. Et il n'a clairement pas réussi à mettre fin à cette guerre, malgré l'engagement profond qu'il avait pris de le faire. Et en réalité, Daniel, il n'a même pas commencé à s'approcher d'une issue à cette guerre. Et encore une fois, je pense que cela en dit long sur sa capacité à mener une politique étrangère. Je ne veux pas m'écarter du sujet, mais comme vous et moi le savons, si vous êtes président des États-Unis et que vous essayez de définir puis d'appliquer une politique étrangère cohérente, cela doit se faire de manière très méthodique, très rationnelle. Il faut mobiliser les équipes sur les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il faut parler à toutes sortes de personnes intelligentes, qu'elles soient avec vous ou contre vous, afin de vous assurer de comprendre exactement ce à quoi vous faites face. Et ensuite, vous devez vous assurer d'avoir réglé chaque détail avant de déclencher une guerre ou de vous engager sur la voie qui doit y mettre fin. Il faut tout simplement agir ainsi. Les présidents précédents ont agi de cette manière, qu'il s'agisse de Joe Biden, de Barack Obama, de George W. Bush ou de Bill Clinton. On pourrait remonter dans le temps. Ils avaient tous, au sein de leur administration, une structure conçue pour analyser systématiquement les décisions de politique étrangère. Ils n'improvisaient vraiment pas au petit bonheur. Ça ne veut pas dire qu'ils prenaient des décisions intelligentes. Vous et moi savons qu'ils se sont souvent lourdement trompés. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais au moins, ils étudiaient le problème avant d'agir. Or, ce n'est absolument pas le cas ici, et cela se reflète très clairement dans la décision de commencer cette guerre. Et en fait, c'est une transition parfaite, parce qu'on va maintenant voir à quel point il y a aussi un manque de compréhension de ce qui se passe dans le cercle rapproché du président Trump concernant cette guerre contre l'Iran. Commençons par Keith Kellogg, qui a lui-même un peu changé de position dans tous les sens. Il voulait prendre l'île de Karg. Il voulait y retourner et finir le travail. Puis, en suivant le président Trump dans sa communication, il en est maintenant à dire, bon, peut-être qu'on devrait essayer la diplomatie. Mais même là, entre hier soir et maintenant, ce message est devenu confus. Vous savez, en Iran, un modéré, c'est celui qui va assister à l'exécution de manifestants, mais qui ne va pas au cocktail après. Voilà. Khamenei fait partie de la foule. Trump a laissé entendre, encore aujourd'hui, qu'il pourrait devoir y retourner. Mais on dirait presque qu'ils veulent présenter les choses ainsi. Regardez, on a essayé 50 fois, et ils ont menti 50 fois, afin de pouvoir justifier une mesure extrême à l'avenir. Est-ce que ça vous semble faire partie de l'équation? Oui, tout à fait. Et je donne tout le crédit au président Trump pour cela.
Il essaie de parvenir à une solution diplomatique. Mais il arrive un moment où l'on dit « ça suffit ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, John? Parce que nous avions une solution diplomatique le 17 juin, et ensuite nous avons tout gâché en essayant d'ajouter quelque chose au paragraphe 5, sans respecter le paragraphe 1. Puis en plein milieu de tout ça, nous avons lancé cette campagne de bombardement de 13 jours. Quel règlement négocié cherchons-nous, au juste, à obtenir aujourd'hui? Eh bien, je veux dire, je pense que les deux messieurs que vous veniez d'avoir à l'écran ne sont pas... Enfin, aucun des deux n'a vraiment les pieds sur terre. Je ne sais pas de quoi ils parlent. C'est difficile de comprendre ce qu'ils pensent. L'idée qu'on va y retourner, ils sont sérieux? Ils pensent vraiment qu'on a une option militaire ici? Enfin, de quoi parle-t-on? Comme vous l'avez dit, nous avions un protocole d'accord le 17 juin. Et dans les faits, nous nous en sommes écartés parce que, comme vous le soulignez, nous avons essentiellement violé les articles 5 et 1 de ce protocole. Puis nous nous sommes engagés dans cette campagne de représailles réciproques. Et maintenant, ce que nous voulons faire, apparemment, c'est revenir au protocole d'accord. Selon certains rapports sur Internet, l'administration Trump, aurait contacté le gouvernement iranien pour revenir au protocole d'accord. Le problème, c'est que nous n'allons pas revenir à ce protocole parce que les Iraniens vont négocier plus durement pour parvenir à tout nouveau protocole d'accord. Ils ne seront pas disposés à revenir au protocole du 17 juin tel qu'il est. Ils voudront un meilleur accord. Et ils voudront un meilleur accord parce que leur situation aujourd'hui est meilleure qu'elle ne l'était à l'approche de l'accord du 17 juin. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est que nous avons violé l'accord du 17 juin. Nous nous sommes engagés dans cette campagne de représailles mutuelles et elle n'a abouti à aucune victoire, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme. En fait, nous avons essentiellement choisi d'y mettre fin parce que nous ne pouvions plus la poursuivre, compte tenu de nos pénuries d'armes. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de continuer les combats alors que nous manquons d'armement. Au final, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Les Iraniens ne nous font pas confiance, et cette fois-ci, ils vont négocier beaucoup plus durement. Pour rester dans notre thème commun, et comme vous l'avez si habilement formulé, les pieds pas vraiment ancrés dans la réalité, le président Trump ne semble pas en faire partie. Gary, si nous pouvons lancer celui qui est plus bas dans la liste, Trump est toujours prêt. Il ne semble conscient d'aucune limite, même hier soir. Tout anéantir complètement. Et nous sommes prêts à y aller, dit-il. Pourtant, ces derniers temps, beaucoup d'informations ont circulé selon lesquelles nous serions quasiment à court de tous nos missiles de précision à longue portée, qu'il s'agisse du THAAD, des intercepteurs PAC-3, des missiles de croisière Tomahawk, des JASM, ou même de certains missiles ATACMS et PRSM. Mais le président Trump lui-même, dans un message publié sur Truth Social peu après minuit la nuit dernière, affirme que les États-Unis disposent d'énormes quantités de munitions, en particulier de certains types. Je ne sais pas de quel certain type il parle, mais bon. Et puis, ajoute-t-il, de grandes quantités sont fabriquées et expédiées selon les besoins, blablabla. Bla bla. Donc, en gros, il dit « Oui, je ne m'inquiète pas de tout ça ». Devrait-il s'en inquiéter? Bien sûr. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, il semble que nous ayons dépensé, selon presque tous les rapports, la quasi-totalité de nos attaques MS et de nos PRSM, ainsi que 50% de nos Tomahawk. Ensuite, si vous regardez notre stock de THAAD,
nous en avons utilisé 80%, ainsi que 65% de nos intercepteurs patriotes. C'est vraiment remarquable. Et toutes sortes de médias rapportent que Trump a vertement réprimandé Pete Hegseth lors d'une réunion vendredi dernier, parce qu'il ne lui avait pas dit que nous avions décimé nos stocks jusqu'au niveau que je viens de décrire. Et cela vous montre bien que Trump est parfaitement conscient du problème auquel nous sommes confrontés. Or, il dit que nous pouvons remplacer ces armes. Il vit dans un monde de rêve. Nous n'avons pas cette base industrielle, comme nous en parlions tout à l'heure. Il faut des années pour la remplacer. Il faudra des années pour remplacer tous ces missiles. Nous sommes donc dans de très graves difficultés. Et c'est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas attaqué vendredi dernier, alors même qu'il avait dit qu'il allait attaquer. Nous n'avons pas les armes. Il ne faut même pas vouloir imaginer à quoi ressemblerait une attaque. Nous attaquerions. Ce serait une attaque massive, dit-il. Et chaque fois que vous entendez le mot massive, cela signifie que vous allez utiliser énormément de missiles et énormément de bombes. Et nous venons de dire que nous n'avons pas beaucoup de missiles et que nous n'avons même pas beaucoup de bombes. D'accord? Et en plus, les Iraniens ne vont pas lever les bras tout de suite. Donc cette offensive massive va se transformer en offensive prolongée. Et vous vous souvenez de la première offensive, la guerre de 40 jours? Pensez-y, 40 jours. Apparemment, il y avait environ 13 000 cibles que nous avons visées. L'Iran est un environnement riche en cibles. Mener une guerre massive sur une période prolongée alors qu'on n'a pas beaucoup d'armes au départ, j'aimerais savoir comment ça peut marcher. Oui, en fait, cela a été souligné dans cette récente interview d'un homme nommé le colonel Hamilton, qui parlait des systèmes Patriot. Alors, dans la première partie de cet extrait, je vais simplement vous avertir. Il va faire certaines affirmations sur ce que ces armes peuvent faire et sur leur efficacité réelle. Mais ensuite, dans la deuxième partie, ça va devenir un peu plus concret. Le Patriot est vraiment le seul système produit en grande quantité capable d'abattre efficacement des missiles balistiques russes avec un taux de réussite élevé. Ensuite, nos partenaires et alliés européens. Certains possèdent des Patriots, mais il leur en reste encore moins qu'aux États-Unis parce qu'ils en ont donné tellement à l'Ukraine durant les premières années de la guerre. Les États-Unis ont utilisé tellement de missiles patriotes pendant la guerre du Golfe, dans la guerre contre l'Iran. Les chiffres que je vois indiquent qu'avant la guerre, nous en avions environ 2330. Aujourd'hui, nous sommes tombés à environ 800. Nous avons donc utilisé presque les 2/3 de nos patriotes. Nous ne pouvons pas les donner parce que nous en avons besoin. Les États-Unis doivent les préserver pour d'autres théâtres. Pour le Moyen-Orient, pour l'Indo-Pacifique, ainsi que pour l'Europe. C'est pourquoi nous avons même détourné, pour reconstituer les stocks américains, des missiles que nos partenaires et alliés européens avaient achetés et payés. Donc, vous voyez bien. Premièrement, il affirme qu'ils sont vraiment efficaces, alors que toutes les données montrent qu'ils le sont à peine. Mais quoi qu'il en soit, il souligne que, à l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce n'est même pas seulement ce qui se passe sur le théâtre d'opérations européen. À l'échelle mondiale, nous sommes en train d'en manquer. Quelle justification pourrait-il y avoir pour que le président Trump intervienne à nouveau, écoute ses généraux, comme le général Kellogg, le général Keane, et ainsi de suite, et retourne, je cite, « finir le travail », alors que le seul travail que nous pourrions finir, ce serait d'épuiser le peu qu'il nous reste. Eh bien, à ce stade, je ne suis pas certain qu'il écoute Keane, Pete Hegseth d'ailleurs, ou Keith Kellogg.
Je pense qu'à ce stade, le président Trump comprend ce qui se passe. Vous savez, Danny, j'ai remarqué l'autre jour qu'au Pentagone, on parle désormais d'accorder davantage d'importance aux armes nucléaires tactiques pour faire face à la Russie et à la Chine. Dès que j'ai lu les articles qui le disaient clairement, je me suis dit, c'est probablement parce que nous avons dépensé tellement d'armes conventionnelles que nous estimons que notre dissuasion conventionnelle en Asie de l'Est et en Europe s'est affaiblie au point que nous devons rééquilibrer l'équation de la dissuasion et mettre bien davantage l'accent sur la dissuasion nucléaire. C'est pourquoi je pense qu'il parle maintenant d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Et cela montre à quel point nous sommes en difficulté. Eh bien, oui, tout à fait. Et c'est préoccupant pour plusieurs raisons. Mais alors, pourquoi vouloir s'engager dans cette voie? Quelle logique peut-on tirer de la prise en compte des stocks de missiles, puis du constat que ça pourrait nous obliger à mettre davantage l'accent sur les armes nucléaires tactiques, ce qui pourrait être potentiellement catastrophique et nous entraîner dans un échange où des dizaines de millions d'Américains pourraient être tués? Pourquoi continuer dans cette voie, au lieu de dire « Bon, vous savez quoi, prenons une feuille de vigne, une fausse victoire, peu importe, et sortons de là ». Pourquoi ne le ferions-nous pas? Eh bien, je pense qu'ils vont essayer de faire cela en Iran. Je veux dire, je pense que Trump et son entourage cherchent un règlement négocié. Il n'y a pas beaucoup d'éléments clairs dans le domaine public pour étayer ce que je viens de dire. Mais on peut voir des bribes d'informations qui ont fuité de l'administration et qui indiquent qu'ils parlent avec les Iraniens et qu'ils veulent revenir au mémorandum du 17 juin. Et de leur point de vue, cela a parfaitement du sens. Donc, je pense que nous essayons de sortir de la guerre contre l'Iran. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut y parvenir? Quant à l'Ukraine, Trump essaie de transférer aux Européens la charge de s'en occuper. Il veut que les Européens fassent le gros du travail sur ce front. Et il souhaite aussi réduire la présence militaire américaine en Europe. Le problème auquel Trump est confronté, c'est qu'il vient de commettre une énorme erreur en attaquant l'Iran. C'est une guerre perdue d'avance. Elle restera sans aucun doute dans l'histoire comme le plus grand désastre stratégique de l'histoire militaire américaine, pire encore que la guerre en Irak. Et il va avoir énormément de mal à sortir de cette guerre. Ce n'est pas comme s'il pouvait simplement claquer des doigts et y mettre fin. Et je suppose, Danny, que dans les prochains mois, il va se retrouver face à deux guerres perdues. On considérera qu'il a perdu face à la Russie en Ukraine, ou que nous avons perdu face à la Russie en Ukraine. Et nous allons donner l'impression d'avoir perdu face à l'Iran au Moyen-Orient. Et par-dessus le marché, si l'on regarde la question palestinienne, le génocide se poursuit à Gaza, et les Israéliens sont en pleine offensive, non seulement en Cisjordanie, mais aussi dans le sud du Liban. Et Trump a ce conseil de paix censé accomplir toutes sortes de choses merveilleuses vis-à-vis des Israéliens, mais il a échoué. Rien ne montre que Trump sera capable d'amener Netanyahou, ou tout successeur de Netanyahou, à modifier les politiques fondamentales d'Israël en Cisjordanie, à Gaza et dans le sud du Liban. Donc Trump a échoué sur presque tous les fronts, et de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. En réalité, nous n'avons pas de sponsor. Et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec une tonne de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.